Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pitre la vie ensemble. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.anatan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 10 807 3. EAN 9 782 296 108 073. Philippe Ripoll. En compagnie des habitants de Pitre, le manoir sur Seine, Romilly-sur-Andelle. Dans l'heure. Pitre la vie ensemble. Une fiction documentaire dans l'heure. Dessin de Stephen Wilk. Cette fiction documentaire en compagnie des habitants de Pitre, le manoir sur Seine et Romilly-sur-Andelle est issue d'un chantier in situ de 2 ans dans le centre social intercommunal, Espace des Deux Rives. Le lecteur trouvera en fin de volume une liste non exhaustive des personnes avec lesquelles le livre s'est écrit. Couverture, Simon Ripoll-Hurier. Car l'étranger est un frère pour l'étranger. Mahmoud Darwich, Mural. Salut. L'eau bouillonnait, une eau toujours nouvelle, un bouillonnement toujours semblable, depuis 1885, dans les 7 passes du dernier barrage de la Seine, avant Rouen et Le Havre. L'écrivain s'était plié sur le garde-corps de la passerelle, et contemplait à l'aplomb l'angle d'eau que créait le seuil de déversoir. Une forme dure, sèche, cassante, une géométrie introuvable dans la nature, une eau tirée au cordeau, veinée de métal, s'enfonçant comme un coin dans la masse du fleuve. Derrière lui, c'était un paysage bucolique. La Seine était comme nouée au pied de la côte des Deux Amants, et dessinait avec les îlots une sorte de dentelle au crochet en suivant le défilé de monts qui allait s'éteindre à Connelle. Devant lui, c'était une avenue d'eau qui reprenait son rythme industriel. La passerelle piétonnière était étroite. Elle surmontait 2 écluses, passait la pointe du Nil, et coiffait le barrage jusqu'à la centrale hydroélectrique où elle redescendait sur la rive de Pose. Dans le vacarme des chutes d'eau, l'écrivain ne vit ni n'entendit le vélomoteur qui empruntait la passée blanche. C'était la fin de son séjour à Pitre, de ses entretiens avec des gens et avec leur mémoire. Et il y a bien aussi des instants où un homme devant toi se détache calme et clair sur fond de sa splendeur. Ce sont des faits rares que tu n'oublies jamais. Cet homme désormais tu l'aimes. C'est-à-dire tu t'appliques de tes mains tendres copier les contours de sa personnalité telle que tu l'as perçue. 7 heures. L'écrivain avait recherché la parole réelle des gens, leurs témoignages, la vie réelle dans ses noms propres, dans ses paysages, dans ses non-dits, et il avait appelé quelques mensonges, quelques inventions à la rescousse pour que les mots passent leur mont de silence. Son livre était écrit, il était tourné et retourné par des mains qui s'y reconnaissaient ou s'y trouvaient déformées. On cherchait ou on craignait un miroir. On s'y trouvait expédié par des mots étroits, ou bien trop découverts par des mots qui parlaient trop. On s'étonnait des émois de la famille ou du voisinage qui, les uns lisant, les autres s'informant par ouï lire, s'attendrissaient ou bouillaient contre les infidélités de la mémoire de leurs aïeuls. Et on se perdait un peu dans les embardées de fiction que l'écrivain avait conçues. Ce spectacle, par exemple, cette performance, racontée à la fin du livre qui n'avait jamais eu lieu en réalité, et qui passait pour avoir rassemblé toute la population de Pitre, du manoir sur Seine et de Romilly-sur-Andelle, place de la Fraternité. L'écrivain avait littéralement comprimé les habitants dans le petit hall de l'Espace des Deux Rives. On s'étonnait d'une scène qui prétendait rassembler toute une population dans son centre social intercommunal, autour d'un effort de mémoire, pour dire ce qui la rassemblait et aussi ce qui, comme partout ailleurs, la disjointait. Le livre et la compagnie dans laquelle il s'était écrit se trouvaient eux aussi disjointés. La vie dans les mots demandait plus et mieux, ou moins et moins mal dans son contrat avec le monde, avec la vie des mots dans le monde. L'écrivain avait envoyé par politesse un exemplaire du livre au maire de la commune, avec même une petite dédicace. Mais celui-ci ne lui avait pas répondu.
L'envoi s'était perdu dans le sable. Il lui vint une image soudain, qui aurait pu achever la performance qu'il avait imaginée dans le centre social. C'était un rêve éveillé où toute la population formait, habitant par habitant, une longue ligne depuis l'espace des deux rives, traversant les jardins ouvriers et au-delà, l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'à la rive de l'Andelle où convergent l'impasse des Peupliers et l'impasse des Saules. Et cette ligne continuait, escamotée dans le secret des bosquets, tout au long de la rivière jusqu'à la Seine où l'Andelle se jette. Il voyait tous les habitants sans exception, saluant les uns après les autres dans un long travelling qui donnait à chacun sa part. L'image, la sensation était simple, elle se dilatait dans la durée. Elle lui faisait entendre chaque souffle, chaque frémissement d'herbe, chaque craquement de branche. Il n'y avait aucune parole, c'était obsédant, entêtant. Certains habitants saluaient plus bas que d'autres, s'éclipsant avec naturel dans la terre, dans le silence, dans le vestige, d'autres à peine un hochement de tête. Chacun était soi-même, sans ostentation, intercepté dans l'une de ses habitudes les plus calmes et puis s'apprêtant à saluer. Chaque visage, chaque regard, se posait devant la caméra du rêveur comme devant quelqu'un cherchant lui aussi aveuglément une forme et un devenir pour la communauté humaine. Lourdement plongé dans sa dernière méditation sur Pitre, l'écrivain n'avait ni vu ni entendu le vélomoteur qui s'était engagé à vive allure sur la passerelle. Derrière Houssenou, qui se tenait raide sur la selle, une étrange figure flanquée de deux longues oreilles tanguait au vent et venait s'écraser sur son casque dès qu'il freinait. C'était une grosse tête d'âne en toile de jute. Deux grands ronds de feutrine blanche à l'intérieur desquels était cousu un cercle en fil d'argent, donnaient à ses yeux une vague allure de masque mésopotamien. Le museau était aussi en feutrine blanche, sans aucun signe de bouche ni de narine, et sa crinière avait été reconstituée à partir de longs poils noirs de balai. Houssenou avait assis l'âne sur le porte-bagages, et se l'était attaché autour du ventre avec deux tendeurs. Les pattes arrière ripaient parfois sur le sol, et les pattes avant ballottaient au-dessus des épaules du jeune Mauritanien. Il roulait vite, et au passage de ce curieux tandem, l'écrivain qui s'était penché par-dessus le bastingage jusqu'à lâcher-pied, fut heurté par l'âne et manqua de tomber dans peau. Houssenou ne se rendit compte de rien, tout juste eut-il un geste vif pour remettre d'aplomb son passager inerte qui tirait sur sa droite. Vite sur la berge, il mit les gaz en direction de Pitre. L'écrivain se vit tomber. Dans sa chute, il avait quelque chose de désarticulé, sa tête venait frapper le seuil du barrage et tout le corps était comme renvoyé par le reflux bouillonnant. Il ressemblait franchement à un pantin que le fleuve rejetait puissamment. L'écrivain imagina à peine la douleur du choc. C'était une mort théorique, idiote, mais c'était une manière imprévue de se libérer de ses fils et il put s'en aller. Un 4x4, portes grandes ouvertes, warning allumé, hurlait sur la berge, juste devant la guinguette. L'écrivain partit pour de bon dans sa Clio grise. Piètre rêve. Dans le rétroviseur du Freelander 2, le bourg rétrécissait et la plaine s'évasait. Le maire de Pitre avait la sensation d'emmener son village dans son dos. Il prenait l'avion à Bosse avec le maire d'Alizay et une délégation régionale. Il fallait se rendre à une réunion d'urgence au siège social de Emeril en Finlande, pour éviter une nouvelle vague de licenciements, et infléchir avec les syndicats le plan de restructuration de l'usine du papier en France. Le bois d'Imar fit la nuit dans le rétroviseur. Pitre ne fut plus qu'un point dans le dos du maire, une aiguille entre les omoplates. Le plateau vers Bosse était un tout autre monde, presque aussi étranger que la Finlande. Le 4x4 du maire prenait toute la route, phare puissant, allure vive. L'intérieur avait ses illuminations, son luxe tranquille, sa voix propre, martiale presque. Bien calé dedans, on pouvait aller au bout du monde avec certitude et en revenir pareillement. Soudain le maire coupa l'ordinateur de route et ralentit. Il avait vu à la sortie du village quelque chose d'insolite, mais sans y prêter attention, et l'image persistait dans sa tête derrière un voile. C'était le panneau de sortie de Pitre, avec sa barre rouge en travers. Tout simplement. Il remit en fonction l'ordinateur, fut invité à tourner à droite, vers l'aéroport, dont on apercevait quelques lumières. Mais le trouble reparut, plus fort. Ce n'était peut-être pas Pitre qui était inscrit sur le panneau. Le maire se savait fatigué, un conseil municipal éprouvant la veille, la perte prochaine de son emploi de directeur des ressources humaines, le divorce, son fils qui parlait de lâcher sa prépa.
Le mauvais café de l'aéroport et l'affaire du jour lui feraient passer cette vue de l'esprit. Mais à peine apercevait-il la voiture de son collègue d'Alizay qu'il pila, manquant de se faire emboutir par une Clio grise. L'image lui était revenue, précise, le panneau ne portait pas l'inscription Pitre. Le maire fit demi-tour, et ordinateur coupé, lumière éteinte, il roula lentement vers son village. Il avait chaud. Son portable sonna, il l'éteignit. La voiture glissa, point mort presque, roue libre jusqu'à la pancarte du village, qui indiquait dans l'argent de la nuit, Piètre. De l'autre côté de la route, le nom de Piètre était barré d'un trait rouge. Les premières lueurs du jour apparaissaient. Le maire fit tous les accès du village, par le Manoir-sur-Seine, par le Val-Pitan, par Romilly-sur-Andelle. Il sillonna tout le territoire, à la recherche de la moindre indication de Pitre. Sur toutes les pancartes, sur tous les panneaux on lisait Piètre, à la place de Pitre. Il circula dans le centre. L'hôtel de ville était toujours l'hôtel de ville, mais la place de la Fraternité, où se trouvaient toujours l'école et l'espace des deux rêves, était devenue la place de la rivalité. L'espace des deux rêves n'était plus le centre social, mais la périphérie sociale. Le resto du cœur s'appelait Ferme de la Nécessité, et à la place de la côte des deux amants c'était le mont des deux mensonges. Il faisait jour à présent. Le maire, épuisé, s'arrêta aux écluses d'Amfreville-sous-les-Monts devant la guinguette. Il sortit de la voiture, et s'engouffra sur la passerelle blanche jusqu'au milieu du fleuve, où il resta immobile pendant près d'une heure. Son existence semblait se vider, comme un disque dur qu'on efface. Il ne se rappela plus son nom. Il ne se rappela plus son âge. Bien que son corps marquait plus de 50 ans, il se sentit nourrisson, adolescent, vieillard tout ensemble. Il regarda ses mains, elles étaient blanches, mais il y vit du désert, du Maghreb, de l'Afrique. Impossible de dire d'où elle venait et dans quelle race elle se dirigeait. Son sexe palpitait, mais il lui devint impossible de le sentir homme ou femme, l'un plutôt que l'autre. Son cerveau explosait, et il ne sut plus dans quelle intelligence ou dans quelle dissension il était trempé. Il examina son corps, il y entra comme dans un temple et y vit le scandale conjugué du luxe et de la misère. Une seule chose lui restait acquise. Il était maire de cette commune quel que soit son nom. C'était là un fait aussi certain que cette rambarde qui l'empêchait de tomber et de sombrer dans la folie. Il crut voir dans les remous du barrage un objet ballotté, un blouson gonflé, un pantin agité en tous sens. Mais il ne s'attarda pas à cette chimère. Le maire de Pitre voulut savoir qui il était et de quelle commune il était le maire, et surtout, comment désormais il pourrait bien s'acquitter de sa tâche de maire. Il repartit à pied sur un fond sonore tonitruant. C'était devant la guinguette de l'écluse, l'alarme d'un 4x4, portière grande ouverte, qui s'était déclenchée. Telle avait été une nuit, puis une autre nuit, et une autre encore sous des formes variées, raccourcies ou interminables, énigmatiques ou franchement pénibles, le rêve de Pierre, nouveau maire de Pitre. À chaque réveil, il éteignait la lumière crue dans laquelle il avait dormi et restait un moment dans le noir, ou dans la pénombre du jour naissant. Pierre déshabitait sa nouvelle maison. Conçue avec sa femme et ses enfants, tout juste réalisée dans la débâcle conjugale, elle trônait dans la solitude et le vide, non loin de la mairie. Sensation dès qu'il ouvrait la grille. Et dès qu'il ouvrait la porte, c'était un désert béant. Dans le village, on le trouva changé, et surtout, de plus en plus inadapté à la tâche qu'on lui avait récemment confiée. Le maire et l'âne. L'écrivain et le maire ne firent jamais connaissance. Mais le maire et l'âne, oui. Le maire de Pitre avait été invité à un double vernissage d'exposition, l'un à la galerie de l'École régionale des beaux-arts de Rouen, l'autre dans une galerie d'art contemporain aménagée dans le hall du lycée agricole du Neubourg. On exposait un certain Stephen Wilk, artiste anglais vivant à Berlin et travaillant beaucoup en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Le maire y alla, pour se changer les idées. On expliqua la démarche de l'artiste, qui était présent. Dans la galerie des beaux-arts de Rouen, plusieurs ânes, blancs, noirs, bruns, rouges, étaient les uns suspendus au plafond, les autres gisant au sol. Ils revenaient d'Allemagne, du Japon, de Jordanie, de Marseille, de Belfort, où ils avaient été hébergés et nourris d'images, de textes, de films, de dessins réalisés par des gens, par des institutions culturelles ou sociales, des associations, et par l'artiste lui-même quand il était invité sur place.
Ces ânes étaient entourés de grands tableaux constitués d'une mosaïque de petites photographies de même format, indifféremment réalisées par les gens et par l'artiste et qui les donnaient à voir en d'innombrables situations avec l'âne. Et chacune de ces mosaïques dessinait savamment la silhouette de l'artiste portant son âne. Au Neubourg, on pouvait voir un âne beige accroché dans la galerie. Il avait été baptisé Patate par la professeure d'éducation socio-culturelle, parce qu'il était de l'étoffe des sacs de pommes de terre. Sous son ventre, on pouvait entendre des secrets d'enfants qui avaient été enregistrés, susurrés par les voix adultes de l'équipe du Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie. Les travaux d'élèves, soigneusement accrochés sur un mur, faisaient partie intégrante de l'exposition, et une collection de dessins de l'artiste parachevait le tout. Le maire de Pitre fut si enthousiaste qu'il se fit introduire par son collègue du Neubourg, auprès de la professeure et de l'artiste. Les louanges du maire n'étaient pas plus maladroites que les réponses confuses de l'artiste, et dans le feu de l'échange, le maire de Pitre proposa que l'âne Patate fût accueilli dans sa commune. Le calendrier de l'artiste ne lui permettait pas de venir, mais l'âne pouvait être envoyé à Pitre. « Je suis très très heureux », insista l'artiste avec son accent anglais, que cet âne soit confié au maire de Pitre. « De Pitre » reprit Moni. « Pardon, de Pitre. Voyez-vous, monsieur le maire, mon projet est aussi un projet politique, et je sens que vous pouvez, qu'il peut prendre un nouveau tour avec vous, monsieur le maire. J'aime bien votre façon de vous interroger sur l'histoire de votre commune. J'aime bien cette façon de douter, vraiment, je suis très très heureux. On pourrait l'appeler Germain, dit Stephen Wilk. Germain ? Monique et Pierre se regardèrent. Parce qu'à Pitre, l'âne Patate va germer. L'âne Germain fit son apparition un jour de printemps à la mairie de Pitre, en pleine séance de conseil municipal. Le maire avait omis de prévenir tout le monde. À peine avait-il eu l'esprit à la dernière minute de le faire inscrire en tête de l'ordre du jour par la secrétaire. Ce fut un plof. Le dossier épineux du redéploiement économique intercommunal, sur fond de licenciement à Emeril, était autrement important. La première adjointe sauva la mise en proposant que cette créature soit confiée à l'espace des Deux Rêves, sans augmentation de la subvention, d'autant que l'artiste ne demandait aucun dédommagement. L'idée soulagea tout le monde. La vie intime du maire se partagea désormais en deux. La nuit, il se réveillait souvent parce que son rêve tournait en boucle. Il revenait à pied dans son village de Piètre, ouvrait les yeux, allait se chercher un verre d'eau puis se rendormait dans sa maison de Pitre pour retomber à nouveau dans le cycle de son rêve. Le jour, il ne pensait plus qu'à l'âne de l'artiste, s'inquiétant de le voir inutilisé à l'espace des Deux Rêves. L'espace des Deux Rêves. À côté de l'école primaire et de la mairie, il y avait autrefois un pâturage où les vaches de la ferme du Tailly paissaient. Malgré les interdictions, à cause des risques de noyade, des enfants franchissaient les clôtures, traversaient la prairie et allaient s'enfouir dans le bosquet longeant l'Andelle. La ferme, comme la plupart des autres, cessa ses activités et la commune racheta le terrain. Quelques années plus tard, le maire de l'époque prêta la petite maison et la grange attenante à l'antenne locale d'une association caritative nationale, les Restos du Cœur, créée par un pitre alors très renommé, et qui organisait la distribution de millions de repas et de colis alimentaires. Ces fermes de la nécessité essaimaient partout en France. Le même maire fit construire sur le terrain, près de l'école, l'espace des Deux Rêves. Les travaux furent interrompus à cause de fouilles qui révélèrent la présence d'un amphithéâtre gallo-romain. On avait déjà trouvé en 1864 les vestiges d'un établissement de bains publics, et dans les années 1970 à 1980, des fouilles sur un site de plusieurs hectares qui avait été baptisé La Remise, avaient mis au jour une imposante nécropole gauloise. Dans la fièvre de l'action, tout le monde pestait contre cette intrusion du passé qui retardait l'avenir. Pierre s'était mis à lire une grande quantité de dossiers archéologiques sur son village, et parfois il s'identifiait à un de ces tâcherons de l'archéologie qui avait fouillé Pitre. À partir de la pierre qu'il était en train de dégager, et de la grande courbe qui s'esquissait au pied de la colline, il imaginait l'ensemble de l'amphithéâtre gallo-romain. Il fermait les yeux et rentrait dans l'histoire de son pays comme on rentre au fond de son corps pour jouir du souvenir intense qui revient. Ce fut un soulagement général, lorsque le site fut libéré plus tôt que prévu et le projet de construction à nouveau validé.
L'espace des deux rêves était en effet le fruit de deux rêves ardemment mûris par le maire de l'époque et par Mathilde, la directrice de l'école, puis par Clara, une professionnelle énergique de faction sociale à qui ils avaient fait appel. Le bâtiment devait abriter une bibliothèque, que ce maire jugeait aussi indispensable que l'école. C'était le pilier du savoir et de la mémoire déléguée, car on était entré, disait-il, dans une ère où le plus grand génie du siècle n'était plus en capacité d'emmagasiner tout le savoir humain. On ne peut pas se mettre tout dans la tête et l'essentiel est de pouvoir trouver ce qui nous intéresse. C'était aussi, avec l'école, la première pierre démocratique de l'accès au savoir. Le deuxième rêve était celui d'un vivre ensemble, disait Clara, d'un mieux vivre ensemble. Pierre marchait auprès de Clara dont la voix marquait des points fermes à chaque fin de phrase. Il parcourait sous la bruine et à rebours le trajet qui avait mené des immeubles des Varennes à l'édification du centre social intercommunal, l'espace des deux rêves. Il existait beaucoup de centres sociaux dans les villes, chargés de remplir un certain nombre de services, de santé, de relais éducatifs, d'aide sociale, de maintien des liens. Mais c'était une pure innovation que d'en imaginer un en milieu rural, en s'appuyant sur l'intercommunalité naissante que de nouvelles lois de l'Assemblée nationale venaient de constituer. Le diagnostic de Clara avait permis de mettre en évidence des besoins. Le volontarisme du maire avait permis de réunir les fonds nécessaires. Les usines fermaient ou dégraissaient leurs effectifs. On assistait à une paupérisation de la population, et les populations immigrées, nombreuses à Pitre, étaient les premières touchées. Les femmes voyaient leurs maris perdre leur travail, tomber dans le revenu minimum d'insertion, les conditions de vie et de coexistence se dégradaient. L'ensemble des Varennes, 3 immeubles ramassés sur eux-mêmes, concentrait avec les 3 petits immeubles plus récents des hautes loges construits à leur côté, des populations qui vivaient de plein fouet la crise. Plus loin, à l'écart du village, dans le quartier Saint-Martin, il y avait encore 2 autres immeubles. Le projet de centre social entendait répondre à cette réalité en croisant les formes d'intervention, en hybridant services sociaux et... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.